Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre magazine Express Orient. Au programme cette semaine, toujours et encore l'impasse en Syrie. Les États-Unis et la Russie ont rompu le dialogue concernant un cessez-le-feu en Syrie. Sur le terrain et notamment à Alep, la situation empire. L'armée irakienne se rapproche de plus en plus de Mossoul, le bastion de l'organisation État islamique en Irak. Objectif, libérer la ville tombée aux mains des djihadistes en juin 2014. Mais l'offensive s'annonce longue et périlleuse. Et puis nous nous rendrons au Liban où 5 femmes ont décidé de briser de nombreux tabous. Dans leur pièce de théâtre La Cage, elles parlent ouvertement d'histoire d'amour, du corps et du sexe, une œuvre féministe couronnée de succès. L'espoir d'une trêve en Syrie semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Les États-Unis ont décidé lundi de suspendre leurs pourparlers avec la Russie sur un cessez-le-feu en Syrie. Un blocage diplomatique qui s'ajoute à la situation sur le terrain qui est de plus en plus catastrophique. À Alep, des combats de Russes sont toujours en cours entre les insurgés et les forces du régime syrien. Le plus grand hôpital du secteur rebelle d'Alep a été totalement détruit. Marie Schuster et Julia Seeger. Le principal hôpital d'Alep, aujourd'hui totalement rasé. Depuis 12 jours, les raids de la coalition russo-syrienne s'intensifient dans le quartier est de la ville, principal bastion de la rébellion. Cible de choix, le plus grand hôpital de la ville a été frappé 3 fois en moins de 2 semaines. Les casques blancs, un groupe de secouristes volontaires en première ligne des combats, constatent une multiplication des frappes délibérées visant les hôpitaux et les infrastructures médicales. En Syrie, ces jours-ci, notre situation est très différente de celle des autres pays du monde. Dans les autres pays, une croix ou un croissant indique la présence des hôpitaux, pour éviter que ces structures ne soient bombardées. En Syrie, même les ambulances sont repeintes comme des voitures ordinaires pour éviter d'être détectées, visées par les avions militaires. Les hôpitaux et les centres de secours sont souterrains, les ambulances sont cachées loin des hôpitaux pour éviter d'être la cible des tirs aériens. L'ONU évoque la plus grave crise humanitaire jamais vue en Syrie. Il ne reste plus que 5 lits dans le secteur des soins intensifs pour 250 000 personnes vivant actuellement dans le quartier d'Alep-Est. Sur place, la population manque de tout. L'ONU a dû stopper l'acheminement d'aide humanitaire suite au bombardement d'un de ses convois le mois dernier, faisant près de 20 morts. Les réseaux d'alimentation, en eau et en électricité, sont systématiquement pris pour cible. Selon les ONG présentes sur le terrain, les frappes de la coalition syrienne visant à couper la population des besoins les plus vitaux fait partie d'une véritable stratégie de guerre. Cela permet de vider la ville, les villages de leurs habitants pour avancer, pour favoriser l'avancée terrestre des forces terrestres. On a déjà vu ça, par exemple, à Deraya, près de Damas, où après 4 années de siège et de bombardements, même les derniers habitants ont fini par évacuer la ville totalement. Et comme ça a permis au gouvernement syrien de revendiquer la victoire. Depuis le début du conflit, 346 attaques visant des structures médicales ont été conduites dans le pays. 700 membres du personnel médical y ont laissé la vie. Après plus de 10 mois de captivité, Noura Nouass est enfin libre. L'ancienne otage franco-tunisienne a été transférée à Oman où elle se repose, a précisé une source diplomatique. Elle avait été enlevée en décembre dernier au Yémen alors qu'elle était en mission pour la Croix-Rouge. François Hollande s'est entretenu avec elle par téléphone. Nous nous rendons maintenant en Irak. Les préparatifs s'accélèrent pour la reprise de Mossoul, bastion de l'organisation État islamique. Mais l'armée irakienne le sait, l'offensive s'annonce compliquée et longue. La ville est grande, bien plus grande que Ramadi, par exemple, qu'elle a libérée il y a moins d'1 an, et très peuplée. Le récit de nos confrères de France 2. Des collines alentours, les faubourgs de Mossoul sont bien visibles. Ils sont même à portée de canon des peshmerga kurdes et de l'armée irakienne, en première ligne, au sol, face à Daesh. Ce sont eux qui mèneront dans les prochaines semaines la grande offensive sur Mossoul. Actuellement, l'armée irakienne, la mieux équipée, celle qui dispose des moyens lourds, se trouve à une 50aine de kilomètres du fief des djihadistes. Les combats ont été âpres ces derniers mois. Mais aujourd'hui, le groupe État islamique est encerclé. Les Kurdes sont présents au nord et à l'est, en jaune. L'armée irakienne au sud, en rouge, sur cette carte. Soutenue et entraînée par les Américains, notamment à Marmour, où 600 soldats supplémentaires seront déployés dans les prochains jours. La France a, elle, envoyé 4 canons d'artillerie à Al-Qayara,
à 65 km de Mossoul, sur cette base aérienne reprise fin août à Daesh. Cette base servira de plaque tournante logistique pour soutenir l'offensive. Mossoul, 1 500 000 habitants, 200 km², soit 2 fois la superficie de Paris. La reconquête s'annonce longue et périlleuse. L'armée irakienne en sait quelque chose. Cette année, il lui a fallu 2 mois pour libérer Ramadi, 1 mois pour Falloujah. 2 villes irakiennes beaucoup moins grandes que Mossoul. 2 villes entièrement piégées, où il a fallu progresser maison par maison pour venir à bout des djihadistes. Il y a le militaire et l'humanitaire. Comment libérer Mossoul sans mettre en danger les civils? Les Nations Unies se préparent à gérer un exode massif des populations. Jusqu'à 700 000 personnes pourraient en effet fuir la ville quand la bataille sera lancée. Quand le football devient un générateur de tensions, cela se passe dans les territoires palestiniens. De plus en plus de voix s'élèvent contre l'implantation de clubs de football israéliens dans les territoires et le problème est en train de prendre une dimension internationale. La FIFA est aujourd'hui accusée de cautionner la colonisation en dépit du droit international en autorisant la tenue des matchs israéliens dans les territoires palestiniens. Soirée d'entraînement pour les joueurs du club municipal d'Ariel. A priori, rien de redoutable. Le club évolue en 5e division de la Fédération israélienne de football et ne rassemble pas plus d'une centaine de spectateurs les jours de match. Pourtant, le petit club est aujourd'hui sous le feu des critiques internationales. C'est très drôle de voir que notre équipe, une très mauvaise équipe d'un tout petit club, fasse les gros titres partout dans le monde. L'autorité palestinienne, 66 députés européens et 150 000 pétitionnaires réclament l'exclusion d'Ariel et de 5 autres clubs du même acabit de la Fédération israélienne de football. En cause, ces 6 clubs israéliens sont implantés sur le territoire palestinien, dans les colonies jugées illégales au regard du droit international. Le football prend une dimension politique. L'ONG Human Rights Watch accuse la FIFA, la plus haute instance internationale du football, de cautionner la colonisation des territoires par Israël. Il s'agit d'une violation des droits de l'homme que la FIFA ne devrait pas cautionner. Nous demandons à la FIFA et à la Fédération israélienne de football l'arrêt de la tenue des matchs au sein des colonies illégales et le déplacement des terrains de football à l'intérieur des frontières d'Israël. L'initiative internationale est saluée par la Fédération palestinienne de football qui dénonce depuis plusieurs années la politique sécuritaire israélienne empêchant les joueurs palestiniens de se déplacer de territoire en territoire pour aller y disputer les matchs. En août dernier, l'équipe de Gaza, finaliste de la Coupe de Palestine, avait dû jouer à 9 au lieu de 11, certains membres de l'équipe étant restés bloqués aux frontières israéliennes. Les autorités israéliennes, quant à elles, se défendent de se servir du football comme d'un instrument politique ou d'expansion territoriale en Cisjordanie. Selon les accords entre Israël et l'autorité palestinienne, ces territoires ne sont pas définis en tant que territoires occupés, mais comme territoires disputés dont le sort doit être déterminé à travers des négociations entre les deux parties. Pas entre les deux parties et la FIFA, ni entre les deux parties et une troisième partie. Dans cette affaire, Israël pourrait être suspendu de participation aux compétitions internationales. La FIFA doit se saisir du dossier dans les prochains jours. Direction le Liban à présent, où 5 femmes ont décidé d'en finir avec la langue de bois. Dans leur pièce de théâtre La Cage, elles parlent ouvertement d'histoire, d'amour, du corps et du sexe aussi. Une œuvre féministe, une version orientale des monologues du vagin couronnée de succès. Margot Subra-Gomez. Dans ce cabinet de gynécologie, 5 destins s'entrecroisent. Il y a Lama, la vieille fille. Zeina, qui porte le niqab. Abir, la femme obèse. Il y a Yara, la jeune fille lesbienne, et Iba, la prostituée. Toutes en blouse d'hôpital, jambes en l'air, pieds dans les étriers, elles vident leur sac à l'abri du regard des hommes. Pour l'auteure militante féministe, ce spectacle est un plaidoyer pour la liberté sexuelle des femmes. Le but de la pièce, c'est de dire tout ce qu'on a peur de dire d'habitude, ou ce que les gens nous empêchent de dire. C'est aussi un moyen de résister par les mots, les actions. C'est notre droit d'exister, notre droit à la dignité.
Cette cage qui a donné son nom à la pièce, c'est celle qui enferme les femmes arabes et formate leurs désirs. Avec humour et sensibilité, le spectacle évoque aussi des sujets tabous, comme l'homosexualité. C'est un amour très tendre et vrai qui unit deux filles. Je parle aussi de la façon dont la société est parfois si injuste et cruelle avec l'amour. C'est sans doute une des pièces les plus courageuses jouées à Beyrouth depuis longtemps. Du courage et de l'amour. Ces 5 femmes n'ont pas peur de crier haut et fort leur droit à la vie et au plaisir, et le public adore. La cage est prolongée jusqu'au 30 octobre à Beyrouth. Et c'est la fin d'Express Orient. Vous pouvez retrouver notre magazine sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.